L'inflation est hors de contrôle, les prix explosent, votre salaire achète moins chaque mois, et tout le monde se rejette la faute. Que se passe-t-il vraiment? Et quel impact cela a-t-il sur vous? Tout le monde en parle, mais peu comprennent vraiment. Dans cet épisode de l'infographie, nous expliquons l'inflation pour qu'un enfant de 5 ans comprenne. La plupart des gens trouvent que parler d'économie est incroyablement ennuyeux, mais cela façonne notre vie chaque jour, que nous le voulions ou non. Prenons l'inflation. Quand les prix ont augmenté mondialement pendant la pandémie, les électeurs l'ont ressenti dans leur portefeuille et ont exprimé leur colère dans les urnes, renversant des gouvernements. La hausse des coûts a frustré beaucoup de monde. Soudain, tout ce que les gens avaient durement gagné et économisé ne permettait plus d'acheter autant. Moins de biens, de services, de tout. On ne voit pas l'inflation, mais on la ressent au supermarché ou à la pompe. Quand votre propriétaire suggère qu'il faudra vendre un rein pour payer le loyer de l'an prochain. C'est ça, l'inflation. Une force invisible qui dévalorise votre argent chaque année, voire chaque jour dans les cas extrêmes. Maintenant, tout indicateur économique négatif est une source d'inquiétude, mais l'inflation touche plus de gens que la plupart des autres problèmes. Pourquoi? Eh bien, parce que, alors que des problèmes économiques, comme le chômage élevé, touchent fortement quelques personnes, l'inflation touche tout le monde. Que vous soyez riche, pauvre, employé ou au chômage, satisfait ou non de votre travail, vous ne pouvez échapper à la hausse des prix. De plus, cela fait appel à ce que les psychologues appellent l'aversion à la perte, ce qui signifie que les gens sont beaucoup plus contrariés par les pertes et les choses négatives qu'ils ne sont heureux des gains et des choses positives. Donc, même lorsque les salaires suivent l'inflation, ou même augmentent plus vite que la hausse des prix, les gens seront plus concentrés sur les prix plus élevés à l'épicerie et à la pompe à essence, et cela les mettra en colère. Même avec plus d'argent, ils peuvent toujours tout se permettre. Bien que ce ne soit pas forcément le cas pour beaucoup de gens aujourd'hui, comme nous allons bientôt le voir, l'inflation donne aux consommateurs un sentiment d'impuissance. Par exemple, face au chômage, vous pouvez travailler plus dur ou chercher plus de solutions pour retrouver un emploi, même si cela reste peu efficace. Mais vous ne pouvez rien faire contre la hausse des prix, sauf peut-être déménager dans un autre pays ou, vous savez, vous tourner vers le crime. Ne faites surtout pas ça. Peut-être que comprendre comment et pourquoi l'inflation se produit est un petit pas vers la suppression de ce sentiment d'impuissance en période d'inflation. Au moins, cela la rendra moins aléatoire. Commençons par les bases. L'inflation est le résultat de trop d'argent poursuivant trop peu de biens et de services. Pour comprendre cela, il faut voir l'argent comme un bien soumis à l'offre et la demande. Quand la demande dépasse l'offre, la valeur de l'argent monte et chaque dollar achète davantage. Mais quand l'argent dépasse la demande, sa valeur baisse. Il en faut plus pour acheter les mêmes biens et services. Sauf si de nouveaux biens et services apparaissent soudainement pour rééquilibrer la situation. En gros, si toi, Marc et Priya êtes les 3 seules personnes au monde, et que vous avez chacun 100 $, vous pouvez tous acheter les mêmes choses. Avec 100 $ de prime en plus, tu peux acheter 2 fois plus, dans le seul magasin de ce monde apocalyptique, dirigé par des robots intelligence artificielle. Mais si vous recevez tous 100 $ de plus, le magasin va augmenter ses prix. Plutôt que de laisser chacun vider le magasin en une nuit. C'est en partie car plus d'argent vise les mêmes produits, donc le magasin peut augmenter les prix. Aussi parce que, dans cette petite économie, vous travaillez tous dans le même magasin et avez reçu ce supplément d'argent en salaire plus élevé. Vous êtes mieux payé parce que les prix ont augmenté. Ou bien les prix ont augmenté parce que vous êtes mieux payé. Ça peut vraiment être une histoire de poule et d'œuf, mais c'est un cycle qui conduit à la hausse des prix. Cela arrive, car la monnaie, dans presque tous les pays, est aujourd'hui une monnaie fiduciaire. Cela signifie qu'il n'y a rien de réel pour la garantir. Comme l'or, elle n'a de la valeur que parce que la société accepte qu'elle en ait. Comme les diamants, ou les laboubous. Mais qu'est-ce qui fait que l'offre de monnaie augmente plus vite que la demande? Pour comprendre les causes, il est utile de regarder un exemple réel. Et pour comprendre que le gouvernement veut, en réalité, que l'inflation existe. Commençons par un exemple que la plupart des gens ont probablement vécu récemment. La forte hausse des prix, où l'inflation qui s'est produite à cause de la pandémie en 2020 a été largement mal comprise. L'inflation n'a pas eu lieu juste après le début du confinement. En fait, l'inflation a même diminué au début. Elle a vraiment augmenté avec la vaccination généralisée dès mars 2021. Mais ce ne sont pas les vaccins la cause. Tu peux retirer ton chapeau en alu. L'inflation durant la pandémie, c'était un cours express d'économie. Choc d'offres, hausse des dépenses, taux en baisse.
Toutes les causes de l'inflation sont apparues simultanément. Quand le Covid a frappé les pays du monde entier, beaucoup ont réagi en se mettant temporairement en confinement. Cela a beaucoup réduit l'activité économique. D'abord, parce que certaines personnes apprenaient à travailler à distance pour la première fois, tout en gérant les distractions des enfants. Et wow, l'amour est aveugle, qui passait à la télévision. De plus, les travailleurs et entreprises dépendant des contacts physiques, des usines au bar, étaient à l'arrêt total. Les chaînes d'approvisionnement ont chuté. Pénurie de main-d'œuvre, retard de production et d'expédition, un vrai chaos. Vous commandiez sur Amazon un lundi et receviez en février. Mais vous aviez aussi de superbes excuses chaque fois que vous oubliez d'acheter un cadeau d'anniversaire à quelqu'un. C'est ce qu'on appelle l'inflation par les coûts. Et cela n'a pas touché tous les biens de la même manière. L'un des plus touchés a été l'énergie. Le retour à la maison de tous, la fermeture des bureaux, écoles, autres bâtiments et vols ont logiquement réduit la consommation d'énergie partout. La hausse de l'usage de TikTok n'a pas compensé cela. En avril 2020 seulement, un mois après le début du confinement dans la plupart des endroits, la consommation d'électricité a diminué de 76% dans le monde entier. En fin d'année, la consommation d'énergie avait baissé d'environ 53%. Quand les gens ont quitté leur domicile, l'activité a vite repris. En 2021, la consommation mondiale d'énergie a augmenté de 58%, dépassant les niveaux d'avant la pandémie. Le problème, c'est que les compagnies d'énergie avaient réduit leur production à cause de la forte baisse de la consommation l'année précédente. Cela signifie donc que la forte augmentation de la demande d'énergie n'a pas été suivie par une forte augmentation de l'offre d'énergie. Cela n'a pas aidé, que le transport mondial était déjà perturbé. Et il n'est pas facile pour les industries de l'énergie d'augmenter leur production du jour au lendemain. Puis l'invasion russe de l'Ukraine a eu lieu, et les prix de l'énergie ont flambé. En 2022, le prix du pétrole brut a bondi de 70 à 120 $, le baril soit plus 71% presque immédiatement. L'instabilité dans une grande région productrice de pétrole et de gaz inquiète sur l'avenir de l'approvisionnement. En 2021, juste avant l'invasion, la Russie fournissait 14% du pétrole mondial et était le plus grand exportateur de gaz naturel. Cette guerre et la hausse soudaine de la demande d'énergie ont entraîné une forte hausse des prix. Mais qu'est-ce qui a causé tout le reste ? L'inflation par la demande a joué un rôle important. Pour les non-économistes ici, donc nous tous, expliquons. De nombreuses personnes ont été licenciées ou en sous-emploi durant les confinements. Le Bureau des statistiques du travail rapporte que 23 millions d'Américains ont perdu leur emploi au début de la pandémie. Cela signifie qu'au tout début, les gens étaient et moins enclins que jamais à dépenser leur argent. Être au chômage est déprimé à cet effet. L'absence de vie sociale hors Zoom et d'activités extérieures a nettement augmenté l'épargne moyenne des gens. La Réserve fédérale estime que les ménages américains ont économisé 23 000 milliards de dollars entre début 2020 et l'été 2021. En attendant, pour aider tout le monde à tenir le coup, surtout ceux qui avaient perdu leur emploi ou leur entreprise, les gouvernements du monde entier ont adopté des lois pour donner de l'argent et des avantages financiers à leur population. Aux États-Unis, cela s'est fait avec le Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act, une injection de 22 000 milliards de dollars dans l'économie. Les gens ont reçu des chèques à domicile et de meilleures allocations chômage. Les entreprises ont eu des prêts et subventions. Les locataires ont pu différer leur paiement. Qu'est-ce que cela a signifié pour l'économie lorsque tout a rouvert ? Les gens avaient économisé, puis ont dépensé cet argent supplémentaire de façon effrénée. Une forte circulation d'argent dans l'économie entraîne de l'inflation, même si l'offre de biens et services reste stable. Mais la pandémie a provoqué un double choc. Il n'y a pas seulement eu ce qu'on appelle un choc de la demande. Les gens avaient beaucoup d'argent et un cadre favorable pour le dépenser. Concernant les taux d'intérêt, il y a aussi eu le choc d'offres négatives évoqué. Donc ils avaient beaucoup plus d'argent et beaucoup moins de biens facilement disponibles. Nous approchons de la tempête parfaite des causes de l'inflation, les banques ayant aussi contribué par des baisses de taux. La Fed, comme d'autres banques centrales, a réduit les taux d'intérêt à presque zéro. Ils font cela pour soutenir l'économie en période difficile. Début 2020, les taux d'intérêt dépassaient 15%. Lorsque la pandémie a frappé, la Fed les a abaissés 2 fois en 2 semaines, presque à zéro, et ils les ont maintenus à ce niveau pendant les 2 années suivantes. Donc, il était plus facile d'obtenir des prêts et des hypothèques qu'il ne l'avait été depuis des années. En janvier 2021, les taux hypothécaires ont chuté à 2,65%, un record historique. Les taux des paiements par carte de crédit ont fortement baissé. Les prêts étudiants ont eu un taux d'intérêt de 0 pendant quelques années.
Il y avait désormais plus d'argent, moins de biens, et emprunter est soudainement devenu très facile. L'inflation allait devenir incontrôlable. Nous pensons que c'est le terme économique exact. Entre décembre 2021, l'inflation a atteint 7%. En 2022, l'inflation moyenne a été de 8%, avec un pic de 9,1% en juin. Puisque l'objectif de la plupart des banques centrales est de maintenir l'inflation autour de 2%, oui, il existe un taux d'inflation idéal. Et nous allons bientôt expliquer pourquoi ces chiffres étaient bien au-dessus des taux idéaux. Un tel niveau n'avait plus été atteint depuis 1981 lors des chocs pétroliers qui faisaient flamber les prix. Entre 2020 et 2025, les prix américains ont grimpé d'environ 25%. C'est plus du double de l'augmentation des 5 années avant la pandémie, et plus du double de celle des 5 années précédentes. Pourquoi les gouvernements laissent-ils faire et injectent-ils autant d'argent, sachant que cela risque de faire monter les prix? Et pourquoi baisser les taux? Malheureusement, lors d'un ralentissement économique, c'est l'un des seuls moyens de relancer l'activité et d'aider les familles en difficulté. L'inflation n'est qu'un effet secondaire. Quand les gouvernements n'appliquent pas ces politiques, comme à l'époque de l'étalon or, les conséquences peuvent être désastreuses. La Grande Dépression en est l'exemple parfait. Pauvreté et chômage de masse, économie à l'arrêt. Donc, même s'il est facile de blâmer le gouvernement pour l'inflation, c'est souvent un mal nécessaire, parce que cela fait partie du fonctionnement prévu de notre économie. Bien sûr, puisque le gouvernement a les moyens d'encourager davantage d'activités sur le marché, il a aussi les moyens d'essayer de faire baisser l'inflation. Mais comme pour tout en économie, ces méthodes ont aussi des effets secondaires inattendus. Le processus utilisé pour faire baisser les prix, ou du moins pour éviter qu'ils ne s'envolent autant, peut être financièrement douloureux. L'une des façons dont les gouvernements luttent contre l'inflation est d'augmenter les taux d'intérêt. Des taux plus élevés ralentissent la circulation de l'argent dans l'économie. Il est plus difficile d'emprunter, les dépenses et les prix baissent. Mais lorsque les taux augmentent, les paiements par carte de crédit, les prêts hypothécaires et pratiquement tout ce qui implique un emprunt augmentent aussi. Au moins, l'inflation baisse. Donc, même si le prix de vos courses pourrait devenir plus raisonnable, votre rêve d'acheter une maison pourrait devoir être repoussé de quelques années. Si vous êtes millénial ou génération Z, ce rêve a disparu dès que vous avez vu votre salaire et votre loyer ensemble. Le truc c'est que vous ne voulez pas non plus que l'inflation tombe à zéro. Un peu d'inflation ce n'est pas mauvais. C'est en fait ce qui fait tourner l'économie. Ce n'est pas le gouvernement qui essaie d'être sournois et méchant avec ses citoyens. C'est une partie nécessaire d'une économie de marché. Pourquoi ? Sachant que leur argent vaudra moins l'an prochain, les consommateurs sont plus enclins à dépenser aujourd'hui. Cela aide les entreprises à survivre et fait circuler l'argent dans l'économie. Ainsi, l'inflation est propre au système capitaliste et s'appelle inflation intégrée. Les salaires montent, les entreprises haussent leurs prix, les employés réclament plus pour acheter, et le cycle continue, à un niveau raisonnable. Cela a été un aspect clé des économies durant la majeure partie de l'histoire moderne. Ainsi, $1 de 1960 équivaut à près de $11 aujourd'hui. En 2025, l'objectif est que les salaires augmentent autant ou plus que l'inflation. Quelque chose qui malheureusement n'est pas arrivé dans l'histoire moderne. Alors que le salaire minimum fédéral était d'$1 de l'heure en 1960, aujourd'hui, il est de 7,25 $ de l'heure. C'est pourquoi vos parents évoquent avec nostalgie l'achat de leur première maison à 10 000 $ grâce à un salaire de gérant de magasin. Et qu'ils ont pu payer leurs études universitaires en travaillant à temps partiel dans une boulangerie, ou toute situation financière alors accessible mais aujourd'hui hors de portée. Maintenant, l'augmentation des salaires plus rapide que l'inflation. C'est ce qui n'est pas arrivé juste après la pandémie. Et c'est pour ça que les gens étaient très en colère. En mars 2021, la plupart des gens travaillaient encore à domicile sous les règles de distanciation sociale. Les salaires avaient augmenté d'environ 7% par rapport à l'année précédente, tandis que l'inflation n'était qu'à 2,6%. Les revenus augmentaient enfin plus vite que les prix, et la vaccination massive progressait. Plus de 80% des personnes à risque avaient reçu des vaccins, ce qui rendait la plupart des gens plus à l'aise pour socialiser. Fin mars, 30% avaient reçu une dose, un chiffre en hausse rapide. Les gens étaient de sortie, et les prix étaient sur le point de s'envoler. Un mois plus tard, en avril 2021, l'inversion de l'inflation salariale s'est produite immédiatement. Soudainement, les salaires n'étaient plus que 3% plus élevés que l'année précédente,
tandis que l'inflation était 43% plus élevée. En mai, l'augmentation des salaires s'était descendue à 29%, tandis que l'inflation avait atteint 5%, et ainsi de suite. L'inflation empirait de plus en plus, tandis que les salaires stagnaient soudainement. Ce qui rendait les gens en colère, ce n'était pas seulement l'inflation, mais surtout qu'elle dépassait largement la hausse des salaires. La tendance s'est inversée en juin 2023, suite à une forte intervention gouvernementale, des hausses de taux, la correction des chaînes d'approvisionnement et le retour à des habitudes de consommation d'avant Covid. Mais les politiques du gouvernement et de la Banque centrale ont beaucoup ralenti l'économie. C'est l'une des raisons pour lesquelles des pays comme les États-Unis ont abandonné l'étalon or, afin de ne plus limiter la quantité de monnaie existante à la valeur d'un morceau de métal brillant. Sans pouvoir modifier la quantité de monnaie en circulation, il est impossible de gérer les fluctuations d'une économie de marché. Et cela provoque des choses comme la Grande Dépression. Cela signifie aussi que l'argent de chacun gardera sa valeur plus longtemps s'il ne le dépense pas. En théorie, je pourrais cacher mon salaire sous un matelas et acheter une voiture dans quelques années. Je suis partant. C'est terrible pour l'économie si tout le monde cache son argent au lieu de le dépenser. Les entreprises ne se développent pas, les emplois ne se créent pas, tout le système s'arrête. Un pays qui connaît non seulement un manque d'inflation, mais une véritable déflation depuis des décennies, c'est le Japon. Au début des années 1990, le marché boursier japonais s'est effondré, et les prix des terrains, ainsi que d'autres actifs, ont également chuté. Les entreprises et les citoyens ont alors reporté leurs dépenses. Il était plus logique de rembourser ses dettes, de ne pas trop dépenser, et, malheureusement pour les entreprises, de ne pas trop investir non plus. Les économistes ont appelé cela une récession du bilan. Le manque de hausse des salaires et le vieillissement rapide de la population ont aussi entraîné une baisse de l'activité économique. Les prix continuaient de baisser, ce qui a entraîné un cycle où les entreprises et les travailleurs repoussaient leurs achats, pensant que les prix continueraient de baisser, ce qui s'est effectivement produit. Le Japon a eu en moyenne moins 0,3% d'inflation pendant 15 ans. La déflation a duré, par intermittence, pendant 3 décennies. Les choses semblent s'améliorer depuis 2022 et l'économie recommence à croître. Mais cela reste un exemple de pourquoi l'absence d'inflation est néfaste. Ainsi, une inflation de 2% est considérée comme idéale. Cela encourage les dépenses tout en gardant l'inflation globale sous la moyenne. Hausse des salaires de 2 à 5% en moyenne aux États-Unis. Entre 2023 et 2024, les salaires et traitements ont progressé de 37% en un an aux États-Unis. Une forte inflation énerve les gens. Il est frustrant de travailler autant, voire plus que l'an dernier, tout en sentant qu'on subvient de moins en moins à ses besoins et à ceux de sa famille. Si l'inflation va trop loin dans l'autre sens, on parle d'hyperinflation, c'est-à-dire lorsque l'inflation dépasse 50% par an, cela rend l'argent pratiquement sans valeur. La Hongrie et le Zimbabwe sont parmi les exemples historiques les plus marquants pour comprendre ce phénomène. Après la Seconde Guerre mondiale, l'infrastructure de la Hongrie était détruite. Sa capacité industrielle n'était plus que l'ombre d'elle-même. En plus de cela, elle devait payer à la fois des réparations et l'armée soviétique d'occupation. Le gouvernement était dans une situation difficile. Les chocs d'approvisionnement causés par la destruction des usines avaient déjà fortement accru l'inflation. Normalement, un gouvernement essaierait de réduire la masse monétaire pour maîtriser l'inflation. Au lieu de cela, le gouvernement hongrois a inondé le système de liquidité via les banques. Même si cela peut sembler insensé économiquement, le pays devait relancer une économie ruinée. Et c'est ça qui s'est passé. L'activité économique a effectivement repris. La Hongrie a commencé à développer frénétiquement sa capacité industrielle. Et en juillet 1946, l'inflation a atteint 419 quadrillions de pourcents. Il n'existe aucune comparaison qui puisse rendre ce chiffre compréhensible. À un moment donné, les prix doublaient toutes les 15 heures. Les gens devaient se précipiter au magasin dès qu'ils avaient de l'argent en poche, sinon ils risquaient de ne plus pouvoir s'offrir du pain. Quelques heures plus tard, chaque supermarché ressemblait à un Apple Store le matin du lancement d'un nouvel iPhone. Les économies des citoyens ont été complètement anéanties. Les salaires ont perdu plus de 80% de leur valeur. Les pensions sont devenues sans valeur. Les créanciers ont été ruinés. La vie quotidienne a complètement changé. Les restaurants ont jeté leurs menus parce qu'il était inutile d'y indiquer les prix. Les gens se promenaient avec des brouettes remplies de billets pour faire leurs courses au supermarché. À cette époque, beaucoup ont totalement délaissé le pingo, la monnaie hongroise. À la place, ils ont choisi d'échanger des biens avec des amis, des voisins et des commerçants. C'est le résultat de l'hyperinflation. La valeur que tout le monde attribue à une monnaie disparaît, alors l'argent commence à ne presque plus rien signifier.
Le gouvernement a un jour imprimé un billet de 6 trillions de pangas, soit 1 milliard de trillions. Autant utiliser de l'argent du Monopoly. À ce moment, la Hongrie avait reconstruit son économie. Mais à quel prix ? À l'été 1946, l'inflation était si forte que le gouvernement devait agir drastiquement. Ils ont décidé d'introduire une toute nouvelle monnaie pour remplacer l'ancienne, la forinte, au lieu de l'ancienne. Le pango, qui ne valait maintenant même plus le prix du papier de toilette. La crise d'hyperinflation du Zimbabwe en 2008-2009 a été si grave que le pays est maintenant une société sans argent liquide pour le dollar local. La crise du pays a été causée littéralement par tous les problèmes possibles. La corruption politique a entraîné le vol de beaucoup d'argent provenant des réserves du gouvernement. De mauvaises décisions politiques et financières ont ruiné la productivité alimentaire au Zimbabwe, mettant la population en danger de famine. Les sanctions des États-Unis, du Fonds monétaire international et de l'Union européenne ont entraîné l'effondrement du secteur bancaire. Le Zimbabwe a également dû financer sa campagne militaire en République démocratique du Congo. Il a aussi importé de la nourriture pour éviter la famine. La production alimentaire a chuté de 60% entre 2000 et 2008. Que fait-il alors ? Dirigé par le dictateur Robert Mugabe, le gouvernement a commencé à imprimer de l'argent, beaucoup d'argent. Il avait déjà imprimé 21 000 milliards de dollars zimbabwéens pour rembourser le Fonds monétaire international, et était désormais une machine à imprimer. L'inflation a commencé à s'emballer tellement que le gouvernement a dû réévaluer sa monnaie. Un jour, le Zimbabwe a déclaré que 10 milliards de dollars valaient 1 dollar. C'était une tentative de freiner l'inflation et de simplifier les calculs. Qui essaie réellement de calculer le pourboire sur un repas à 948 millions de dollars zimbabwéens. Comme vous l'avez sans doute deviné, ces mesures n'ont pas aidé. Sinon, l'histoire parlerait de comment l'inflation a failli arriver au Zimbabwe, mais ne s'est finalement pas produite, et tout aurait été parfait pour toujours après cela. En juillet 2008, l'inflation au Zimbabwe a atteint 231 millions %. Cela a laissé le dollar zimbabwéen avec un taux de change de 35 quadrillions de dollars zimbabwéens pour un dollar américain. Ainsi, le dollar zimbabwéen a complètement disparu du pays, puisque à ce moment-là, ce n'était plus que du papier avec de jolis motifs, et rien de plus. Le Zimbabwe utilise plusieurs devises étrangères pour tous les usages, pas seulement une seule. De nombreux endroits utilisaient des dollars américains, mais aussi des yuans chinois et des roupies indiennes. Le problème, c'est que l'économie zimbabwéenne était bien plus faible que sa monnaie, donc produire au Zimbabwe est devenu très coûteux. Les entreprises ont dû changer de stratégie et importer presque tout. Il fallait donc continuer à dépenser cet argent liquide, sans vraiment de retour. Le pays a aussi manqué de devises étrangères. La plupart des gens utilisent aujourd'hui l'argent mobile ou la carte pour leurs transactions. Non seulement c'est plus pratique, mais il y a aussi peu d'argent liquide en circulation. Cela peut ne pas paraître si grave. Et la plupart des gens de moins de 40 ans n'ont jamais plus de 20 dollars sur eux. Si jamais. Mais cela pourrait sembler pire si vous êtes l'un des professionnels zimbabwéens. Passez la nuit devant les banques pour être premier et retirer de l'argent de son compte d'épargne. Les banques n'ont pas l'argent liquide. Il faut arriver premier, sinon on ne reçoit rien. Ils ont dû réduire les montants que les gens pouvaient retirer par jour, passant de 2000 dollars à seulement 100 dollars. Un reportage de la British Broadcasting Corporation révèle que 165 personnes ont reçu 50 dollars chacune dans une agence bancaire, parmi des centaines de demandeurs. L'inflation est nécessaire à la croissance économique, mais ne doit être ni trop forte ni trop faible. Les gouvernements et les banques doivent trouver un équilibre pour maintenir l'inflation à un niveau optimal. Maintenant, vous savez ce qu'est l'inflation, mais que se passe-t-il si elle devient totalement incontrôlable ? Regardez. Que se passerait-il si l'économie américaine s'effondrait ? Pour le découvrir, ou cliquez sur cette vidéo